Escorté par un lieutenant de la garde du tribunal qui a reconnu son ancien professeur de droit, Ernesto et Adrien traversent l'immense salle des pas perdus sous les coupoles dorées et les fresques allégoriques de la justice pour atteindre les ascenseurs privés menant aux étages de la direction générale des poursuites judiciaires. Les portes s'ouvrent sur le bureau du docteur Mendoza, un homme dans la force de l'âge, au regard perçant et au visage austère, qui se lève immédiatement de derrière son bureau en voyant entrer son maître vénéré, accompagné de l'acteur de télévision dont le nom alimentait toutes les rumeurs et les chroniques judiciaires depuis la veille. L'entrevue dans le bureau du procureur général adjoint dure près de 2 heures, pendant lesquelles le silence extérieur est rythmé par le grondement sourd du tonnerre qui commence à ébranler les fenêtres du palais. Adrien dépose la mallette sur le bureau, en extrait les pièces à conviction une à une, expliquant avec une clarté et une précision chirurgicale l'ensemble de la machination. Le montage financier initial de Miguel, l'utilisation de Dorian comme complice intermédiaire, la falsification des manifestes portuaires pour faire accuser Jonathan et les preuves photographiques et documentaires irréfutables de la complicité de l'inspecteur Ochoa dans le détournement des équipements de contrebande vers Guanabacoa. Le professeur Ernesto appuie chaque point de droit, démontrant la validité juridique absolue des preuves arrachées au terminal 3 et la nécessité d'une intervention immédiate de la police de sécurité d'État pour saisir l'entrepôt clandestin avant que les marchandises ne soient dispersées. Le docteur Mendoza écoute sans interrompre, son visage se durcissant à mesure qu'il prend connaissance des notes manuscrites du carnet de Dorian et qu'il examine la feuille de route originale signée par Ochoa. Il comprend que ce dossier ne lui donne pas seulement les moyens de faire la lumière sur une injustice individuelle, mais qu'il lui offre le levier d'action qu'il cherchait depuis si longtemps pour nettoyer le terminal à conteneurs et démanteler l'organisation de Miguel qui narguait les institutions depuis des années grâce à son armée d'avocats et à ses prête-noms. D'un geste solennel, il décroche le téléphone rouge de sécurité directe qui le relie au commandement des forces spéciales d'intervention du ministère de l'Intérieur, ordonnant le déploiement immédiat de 3 unités tactiques, la première pour cerner et perquisitionner l'entrepôt de Guanabacoa, la deuxième pour procéder à l'arrestation immédiate de l'inspecteur Ochoa et de ses complices sur le port, et la troisième pour encercler la villa de Miramar et appréhender Miguel ainsi que son avocat Valdés pour conspiration contre l'économie publique, corruption de fonctionnaires et subornation de témoins. Alors que les sirènes des voitures de police commencent à retentir dans les rues entourant le palais de justice, annonçant le déclenchement d'une vaste opération de nettoyage judiciaire à l'échelle de la capitale, le docteur Mendoza signe de sa propre main un ordre de levée immédiate des charges pesant contre Jonathan et Adrien, restituant officiellement à ces derniers leurs droits civiques et la propriété légale de leur établissement. Il regarde Adrien, son regard exprimant un respect profond pour l'épreuve de vérité que cet homme a traversée, et lui déclare que la justice de l'État a contracté une dette immense envers son intégrité et son courage, promettant que ceux qui ont détruit sa famille et son honneur répondront de chacun de leurs crimes devant un tribunal d'exception où aucun argent ni aucune influence politique ne pourra les sauver. Lorsque le professeur Ernesto et Adrien ressortent sur le perron du palais de justice, la tempête a éclaté sur la Havane. Une pluie torrentielle, propre et purificatrice, s'abat sur la ville, lavant les marches de marbre blanc et rafraîchissant l'air saturé de chaleur. Adrien lève le visage vers le ciel, laissant l'eau ruisseler sur sa peau, sentant pour la première fois depuis des mois le poids écrasant de la peur, du soupçon et de la honte se détacher de ses épaules pour être emporté par les flots qui courent dans les caniveaux. Il sait que tout n'est pas résolu, il sait que Dorian devra purger une lourde peine dans l'obscurité d'une cellule pour payer le prix de ses faiblesses, que la maison de ses parents au Vedado restera à jamais une ruine affective marquée par le silence et le regret, et que la blessure physique de Jonathan mettra de longues semaines à cicatriser. Mais en regardant